compatriotes d'Algérie, Salkar Filaouen, Jules Filaouen, Massa Nour. Chers compatriotes d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Mali, Niger, Mauritanie, Sahara occidental, Tchad, Libye, si vous nous écoutez, si vous nous voyez, nous vous saluons avec un cœur plein de fraternité. Chers compatriotes d'Algérie, comme promis, comme nous nous sommes engagés, même si la cadence de travail est un enfer, nous allons continuer sur un aspect un peu plus rude, mais maintenant, pour alléger, pour alléger cette douleur que nous avons peur de parler des chiffres d'il y a 10 minutes, que nous venons de récupérer de la Banque mondiale il y a 10 minutes de cela. Donc, avant de commencer à parler sur ce que nous sommes engagés de traiter, après avoir dégrossi la situation il y a 3 jours de cela, la première des choses, chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Afrique du Nord, vous allez galérer, vous allez souffrir. Mais nous adressons à nos compatriotes d'Algérie maintenant. Nous vous supplions de demeurer pacifiques. Nous vous supplions de demeurer pacifiques parce que ce qui s'en vient est affreux. C'est ce que nous avons dit en 2015. Avant d'aller vers ça, c'est vraiment cruel. Commençons par quelques mots. D'habitude, nous utilisons des chiffres, des graphiques, etc. Nous allons nous en passer, sauf quelques-uns. Les chiffres de la Banque mondiale que nous venons d'extraire il y a 15 minutes à peine. Et nous sommes dimanche. Chers compatriotes d'Algérie, maintenant, il est écrit sur le front des Algériens, des Algériens patriotes, des Algériens résistants, que c'est à eux que revient, qu'incombe une nouvelle révolution, tant en Algérie qu'en Afrique. Depuis 2014 que nous avons commencé à travailler sur ces chiffres, que nous avons commencé à analyser certaines situations, nous avons dit que les Algériens vont souffrir. Avec toutes les politiques qui ont été menées, toutes les politiques sauvages qui ont été menées depuis 2019, que ce mouvement ravageur, destructeur de manifestations qui s'est déclenché en Algérie et qui a été déclenché par les puissances de l'Ouest, relayé par certains pays de l'Est européen. Et avec la résistance d'autres compatriotes d'Algérie qui ne sont pas associés à ce mouvement de destructeur, ce mouvement ravageur de manifestations depuis 2019 et que nous avons anticipé en 2015. Il y aura ça. Probablement pas dans cette nature, mais nous l'avons anticipé. Une gestion cataclysmique, apocalyptique de ces manifestations par l'état-major de l'armée et les services de renseignement. Un mouvement ravageur et une gestion apocalyptique. Malgré ça, l'Algérie demeure debout. Ça, c'est grâce à des compatriotes algériens qui ont pris leur distance, qui ont senti que ce coup, comme nous l'avons dit au précédent chef d'état-major, pas à celui qui est en train de faire du folklore maintenant, que l'Algérie va... Vous avez
mener l'Algérie vers la catastrophe et nous retrouvons avec une guerre au sud et qui va s'aggraver. Chers compatriotes d'Algérie, résistez, résistez, résistez. Si vous arrivez à résister encore 3 années à 4 années, je suis prêt à parier que les Algériens, une nouvelle fois, vont non seulement libérer l'Afrique du Nord, l'Algérie, mais ils vont libérer l'Afrique du Nord et ils vont relibérer toute l'Afrique. Les Algériens sont capables de réussir cette prouesse, cette révolution, en maintenant l'état debout, en demeurant pacifiques et en allant chercher dans le fond de leurs âmes ce que la majorité a appris aux générations précédentes. Ce que la majorité a permis aux Algériens des générations précédentes de faire de notre Algérie. Notre amazérité doit se conjuguer avec son islamité et avec son arabité. Nous avons juré de ne pas traiter deux sujets publiquement. Nous allons résister pour ne pas les traiter. Il y a des sujets extrêmement graves. Nous avons juré de ne pas les traiter publiquement depuis 2014-2015. Chers compatriotes d'Algérie, nous sommes fatigués des analyses théoriques, nous sommes fatigués de tout ça. Mais nous sommes obligés de vous renvoyer à notre analyse de 2015 sur l'impact de la dévaluation du dinar sur le bien-être des Algériens. Il se confirme. Il est ravageur. Il est destructeur. Combiné avec la pandémie, combiné avec cette guerre du Sud, combiné avec les tensions en Méditerranée, combiné avec les ravages qu'est en train de faire l'Union européenne en Algérie et les ravages du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Rappelez-vous quand il est venu en visite en tant que candidat en Algérie. Parmi toutes les personnes qu'il a touchées, pas mal se retrouvent en prison. Chers compatriotes d'Algérie, ce ne seront pas des années, ce ne sont pas dans le matu-vu que nous allons faire. Nous avons dépassé ça là. Nous allons dire quelques mots qui remontent à un peu de passé, à un peu du passé. Avant de venir au Canada, à Alger, nous avons travaillé à la SNTF en tant qu'informaticien. En parallèle, nous donnions des cours d'informatique pour les magistrats du Conseil d'État. Le Conseil d'État se trouve à la rue Claude Debussy à Alger, juste au-dessus, sur les hauteurs de Dijmorat. Donc, le Conseil d'État, il est formé de magistrats. Au-dessus du Conseil d'État, dans cet immeuble de la rue Claude Debussy, il y a le Haut Commissariat à la majorité. Un vrai commissariat à la majorité. C'est vraiment un commissariat politique de la majorité. Commissariat au sens le plus répressif du terme. Donc nous avons enseigné, donné des cours d'informatique basique à des magistrats du Conseil d'État. C'était en 2005-2006. 2006. Les premières séances de cours, la distance avec les magistrats, des cours basiques en informatique, etc. Basique. Hein. Quand la relation a commencé à se décontracter avec
C'est magistrats, hein, des magistrats, anciens procureurs là, hein, anciens procureurs, anciens juges, etc. Des procureurs de cour, des procureurs généraux, d'anciens, qui se retrouvent au Conseil d'État. Pour donner le cours d'une manière très pragmatique, nous inspirions de sujets, de faits divers dans la presse. Et puisque souvent, du moins, nous allions sur le droit administratif. Donc, nous prenions les cas liés au foncier. Donc, nous avons pris un cas lié au foncier, un article de presse, etc. Rapidement, la description de l'article, la lecture de l'article, etc. Mais maintenant, comment le traiter d'un point de vue informatique pour accélérer son traitement. Son traitement entre le tribunal, la Cour suprême, le Conseil d'État, ensuite tout ça, toute la procédure. Et comment accélérer le traitement, c'est-à-dire quelles sont les lois qui peuvent être appliquées, quelles sont les lois qui ne s'appliquent pas, etc. Donc c'est comme ça. Parmi nos élèves, ouais, ils nous disent comme ça, oui, effectivement, ça se passe comme ça. Donc si on faisait comme ça, si on faisait cette procédure en réseau, on pourrait gagner peut-être 2 années, 3 années dans le jugement d'une affaire au lieu de traîner 10 ans, 12 ans, etc. En quelques années après, l'Université de Montréal, cours de coopération internationale. Un des cours de coopération internationale. Plus exactement, c'était coopération internationale et perspectives de développement. C'était un cours qui a été donné par... Certains cours ont été donnés par 2 enseignants en même temps. Certains cours sont donnés par un enseignant. Mais les cours les plus lourds ont été donnés par 2 enseignants en simultané. Une fois, un enseignant, c'était un cours à 2 enseignants, hein, c'est-à-dire les 2 enseignants étaient dans le cours, la salle de cours. Cet enseignant a commencé à parler d'un projet de banque mondiale pour les pays sous-développés. À un certain moment, comme ça, nous avions arrêté de prendre des notes et nous avons mis nos 2 coudes sur la table. Nous avons fait comme ça. Toute la séance, quasiment la séance, une partie de la séance, c'est-à-dire à peu près 1h30, un peu moins d'1h30. À la fin, en sortant pour fumer, la pause pour fumer, l'enseignant fait une tape sur la main. Chérif, attends, on va fumer. Comme ça, Chérif, nous allons fumer ensemble. Ok. Donc les élèves sont sortis. Et Chérif, pourquoi tu as mis tes joues sur tes mains? Lui dit, comme ça, hein, avec le professeur, c'était le jeu. Donc, il dit, j'ai fait ça en Algérie. J'ai enseigné au Conseil d'État, voilà ce que je faisais. Cet enseignant nous disait, et c'est nous qui avons fait ce programme pour le compte de la Banque mondiale et une organisation internationale. L'enseignant avait participé dans ce projet appliqué en Algérie, mais qui avait été conçu pour la Kirghizie, l'une des anciennes républiques de l'URSS. Quoi? Il me dit, c'est le même projet là, c'est moi. De lui à moi là, il me dit, c'est moi qui ai travaillé, j'ai travaillé sur ce projet. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on fait des liens. Une autre fois, il y a très longtemps, sans aucune compétence, sans aucun savoir de notre part, nous ignorions tout. On nous a chargés, on nous a mis dans une équipe pour voir un petit peu le côté secteur de transport en Algérie. Il arrive, Chérif, comme ça, Alger, c'est en algérois là, Chérif, tu vas t'occuper de ça. C'était un projet dans le cadre de l'initiative européenne qui s'appelait EMEDIS. EMEDIS, c'est Euro-Mediterranean Data Initiative Strategy. Nous revenons sur ça parce que c'est concret là.
Et MEDIS, il y avait deux parties, MEDA 1, MEDA 2, bref. La politique ne nous intéresse pas. Donc, en plus de la SNTF, du moins du transport ferroviaire en général, du transport maritime, il fallait s'occuper du transport aérien, Air Algérie. Donc, nous avons été voir à l'époque le responsable informatique d'Air Algérie, là, El Kher. Un homme d'une sympathie extraordinaire, d'une bonté. Nous avons oublié son nom. Mais en dehors des heures du travail, il était d'une générosité de cœur, hein. Générosité, éducation, et tout. Et il y avait une certaine complicité parce que nous pensons qu'il était formé au série lui aussi. Il était question d'un système de réservation autonome de l'Algérie. Système autonome de réservation des billets d'avion propre à l'Algérie. Pour qu'elle se débranche du système de réservation français. Le système de réservation français, à l'époque, hein, nous pensons qu'il s'appelait Archimède. Son nom de code, c'est Archimède. Il est basé à le centre de calcul d'Air France, du moins la structure informatique qui s'occupait des réservations d'Air France, etc. C'était basé à Orly. Le nom de code du système de réservation, c'était Archimède. En tout cas, c'était le nom, il portait le nom d'un philosophe grec. Pour l'Algérie, il portait le nom de code de Casbah. Casbah, la Casbah d'Alger, Casbah. Casbah, c'est bon, un acronyme, un très joli acronyme. Hein. Casbah, AH, les deux dernières lettres, AH, c'est pour Air Algérie, c'est le code d'Air Algérie. B, c'est pour Booking. B, c'est pour Booking. S, c'est pour System. Nous pensons que les deux premières lettres de CA, c'est Computerized Assistance System for Booking on Air Algeria. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire un système de réservation, un système de réservation assisté par ordinateur pour Air Algérie. Voilà, à peu près, si nos souvenirs sont bons, la signification de l'acronyme CASBA. C'est à partir de là que j'avais découvert, que nous avions découvert, du moins, politiquement parlant, que l'Algérie dépendait de la France. C'est-à-dire, il nous écrasait. Ceci étant dit, il ne faut pas s'arrêter à cette explication uniquement de Casbah, système de réservation des billets d'Air Algérie, Casbah. S'il demeure toujours à Orly, c'est encore plus grave. En 2021, s'il est toujours à Orly, c'est encore plus grave. Ce n'est pas uniquement cette question de dépendance. En question de dépendance, on n'en parle plus là. Hein. Nous parlons côté chiffres et côté économie. Et bien sûr, côté de dépendance, etc., politique, etc., etc. Vous imaginez d'un point de vue économique ce que ça va coûter, ce que coûte cette dépendance uniquement de la réservation. Hein. Réservation et vente des billets d'avion d'Air Algérie en France. Vous imaginez tous les blocages qui peuvent être faits sur ce logiciel, sur cette application, sur ce projet. C'est ce qu'on appelle en économie le free riding. Free riding, c'est ce qu'on appelle les tricheurs. Free rider, en français, c'est un tricheur ou bien un risquilleur. Voilà pour les deux exemples concrets à lesquels nous voulons coller. Nous allons maintenant, probablement, nous sommes obligés de continuer cet effort pédagogique parce que nous allons arrêter cet effort pédagogique parce que nous allons maintenant aller vers des affrontements qui seront cruels pour nous. Les affrontements seront de plus en plus denses, seront de plus en plus violents. Violents dans le respect, la correction, tout. Hein. Mais ils seront violents parce que nous voulons
maintenir l'État algérien debout, la paix en Algérie, la majorité en Algérie. Quand nous étions étudiants en économie à l'Université de Montréal, nous avions un professeur, Régis, qui s'appelait Régis. Prénom Régis. Il avait un doctorat en économie, il avait minimum l'équivalent d'une maîtrise en mathématiques et il avait un autre diplôme en statistique. Il avait 3 diplômes. C'était une star. D'autant plus qu'il était complètement très décontracté. Hein. Nous allons dire très décontracté. Qu'il s'agisse dans sa démarche, c'était un professeur qui avait une répartie extraordinaire. Et nous sentions dans la personne les traits d'un génie ou d'un surdoué. Quand il nous donnait le cours Relations économiques internationales, il nous disait, il commençait son cours, bon, nous allons commencer par le baratin. Le baratin, c'est la théorie, c'est l'histoire, etc. Ça durait à peu près un chapitre, et il le résumait en une phrase. Une phrase, maximum 2 phrases. 2 phrases de mots, 2 phrases écrites dans un support de cours, et on n'en parle plus là. Hein. C'est ce qu'il appelait le baratin. Ensuite, il passait aux mathématiques. Dans l'un de ces cours de mathématiques, l'un des cours en relations économiques internationales, c'était le chapitre, ce qu'on appelait la symétrie, la symétrie de l'information et l'asymétrie de l'information, hein, c'est-à-dire asymétrie, hein, A, 2S, Y, etc., de l'information. Il y avait une grosse partie bourrée de mathématiques, ils appelaient comment saturer la saturation d'un mensonge et l'extraction de la vérité. Comment on sature un mensonge. En arabe dialectal, on dit on dit comment saturer un mensonge et comment extraire la vérité avec des équations mathématiques, etc. Avec ce professeur Régis, nous allons vous signaler ce bout. La cadence de ces explications était un bolide, d'un véhicule de course. Donc, c'est une démonstration mathématique, il écrivait vite au tableau, et il parlait en même temps. Donc, nous n'avions pas le choix. Soit écrire la démonstration mathématique et aller revoir à la maison ce que c'est, ou bien l'écouter et rater et ne pas écrire la démonstration de mathématiques. Donc, c'était un gros dilemme. Bon, bref. Toujours dans les dernières tables, une fois nous avons ce tic. Il nous a vu faire ça, fermer l'œil, cligner de l'œil comme ça. Pour nous, intérieurement, on se disait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Une fois, il nous a vus. Il nous a vus. À la pause, il nous a demandé notre nom chez l'élève. Et pourquoi vous avez cligné de l'œil? Ah, j'étais complètement perdu. Complètement perdu dans la démonstration de maths, là. J'ai compris de quoi il s'agit, mais à la démonstration de maths, je me sens complètement perdu. Bon, nous avons fumé à l'extérieur, nous sommes revenus 5 minutes avant le début de la séance. À la fin, je vais reprendre pour vous, je vais essayer d'expliquer ça. Bon, non. Il dit non, ne vous cassez pas, ne vous dérangez pas trop. Je vais voir la séance prochaine, nous allons voir. Donc, bon, la séance d'après, voilà avec Régis.
Globalement, c'est ça. Bon, voici les erreurs qu'il faudra corriger. C'est comme ça qu'il faut. Le raisonnement n'était pas le bon, quelque chose comme ça, mais voici un raisonnement court. Bref. Depuis ce jour, à chaque fois, depuis ce jour, c'était un code entre nous. C'est-à-dire, quand vous sentez que les explications ne sont pas très claires, vous me clignez de l'œil. Clignez de l'œil. Depuis qu'il nous a dit ça, bon, nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons jamais fait, non. Le païsette n'est pas un casse-pied. Mais une fois, nous l'avons fait. Une autre fois, dans des conditions un peu particulières. Notre ivresse était là. Notre ivresse était là. Il est de l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes sortis, nous avons fumé, etc., etc. Voilà ce qui se passait. Donc, avec Régis, la relation était devenue très décontractée parce que nous nous sommes racontés quelques aspects de nos vies privées. Nous avons posé la question suivante. Que pensez-vous du marginalisme et du rationalisme en économie? Il y avait un autre professeur à côté. Il a dit, on ne répond pas à ce genre de questions à un étudiant. Donc ici, là, maintenant, c'est un antirationaliste, un antimarginaliste pur qui vous parle. Hein. C'est un adepte de David Ricardo qui vous parle. C'est-à-dire un libéral. Bon. Avec un professeur canadien d'extraction tunisienne, natif de Tunisie. Maintenant. Il nous a respectueusement, poliment, dans la correction la plus intégrale. Chérif, vous allez travailler sur la Tunisie, sur la Libye, alors qu'on lui avait, pour un travail universitaire, nous avons demandé si nous pouvions travailler sur un pays plus simple, la Jordanie, ou bien continuer ce que nous faisions pour l'Algérie. C'était Chihab, chef département économie, professeur d'économie. C'était lui qui nous avait donné un cours de macroéconomie et les deux premières séances du cours sur l'économie du monde arabe. La Libye, à l'époque, elle est rentrée dans la goule du loup. Hein. C'était le début de la guerre en Libye. Chérif, il nous avait demandé notre prénom. Chérif Aïssat, c'est un nom dont j'ai déjà entendu parler. Bah, bref, il y a une histoire liée à ça. Une histoire liée à la monnaie, etc. Avec un autre professeur. Bon. Nous avons été le voir après une semaine, monsieur. Nous avons des difficultés sur ça. Est-ce qu'on peut changer de sujet, etc. Il est hors de question de changer de sujet. Vous continuez. Quelles sont vos difficultés? Les voici, les voici, les voici, les voici. Il nous a canalisés. Il nous a canalisés sur quoi nous allons travailler sur la Libye. Il se trouve qu'après, il nous a révélé le pourquoi il nous a forcé à travailler sur la Libye. Si on travaillait sur la Libye, un pays en état de guerre, la guerre avait commencé. Hein, en tout cas, la guerre avait commencé. Nous avons découvert la démonétisation en Libye. Combien a coûté la démonétisation en Libye? 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars sont partis en l'air. Hein. C'est-à-dire, personne ne savait où sont partis les 6 milliards de dollars. Le travail a été fait par des Anglais. Nous avons découvert le projet GMMR, The Great Man-Made River, la grande rivière faite par les hommes en Libye. Hein. Elle traversait la Libye du sud au nord. Du sud au nord, hein, pour lancer un projet d'agriculture immense en Libye. Ça, c'est la Libye, hein.
de JMMA, démonétisation. Le président le chef de l'État, Muammar Kadhafi, à l'époque, avait commencé à retisser les liens entre les différentes tribus, parce que la Libye est tribale, très tribale. Il avait commencé à faire ça. Et il avait 2 sociétés d'investissement en Afrique. Alors là, il avait mis énormément d'argent dans les organisations africaines et il avait financé des pays parce qu'il avait l'intention d'arracher 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique. Un siège, c'était l'Afrique du Sud. Le deuxième siège, c'était la bataille, la bagarre entre le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. Il voulait aplanir le différend entre le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc Kadhafi avait il avait mis énormément de milliards de dollars dans des investissements pour toute l'Afrique, pour arracher le consensus. Le consensus, l'accord s'achète. Bon. Donc, voici la suite. C'est grâce à monsieur professeur Chachot, Chehab Chachot, que nous avons travaillé sur les impacts économiques de Tamazir. Nous avons été le voir, professeur, voilà, nous devons faire ça, ça, ça et ça et ça. Aucune idée sur les impacts économiques d'une langue. Lui, dans son intégrité universitaire, académique, il nous avait dit, bon, je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Mais il nous a arrangé avec un rendez-vous avec le professeur honoraire André Martins. C'est grâce donc au professeur Chehab Chachot que nous avons pu voir le professeur honoraire André Martins. Et André Martins est tombé des nues. Un étudiant qui veut travailler sur les impacts économiques de Tamazir. Ça, nous l'avons raconté avant. Donc voici. Mais en plus de ça, le professeur Chachot nous a parlé de l'apport de sa famille tunisienne pour la révolution algérienne. Voilà un petit peu une mise en contexte, une mise en contexte de ce que nous allons dire maintenant. Nous continuons sur le... Nous rappelons ce que nous avons dit il y a 3 jours de cela. Les lois qui seront votées. Nous avons oublié 2 lois majeures pour nous. La capitalisation des retraites, la suppression du 49-51, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la participation étrangère en Algérie, c'est-à-dire ils vont tolérer des investissements directs sans contrainte de participation algérienne, c'est-à-dire sans capitaux algériens. Sans capitaux algériens. Suppression de la loi du 49-51, privatisation des universités, capitalisation des retraites, tarification à l'acte, privatisation des universités, privatisation des autoroutes, l'open sky, ce qu'ils appellent là Air Algérie, tout ce qui concerne ça, c'est ce qu'on appelle l'open sky. La Tunisie est en train de trinquer dedans, l'open sky. L'open sky, oui, pas oublier. Les fonds saoudiens, les fonds qataris, les fonds émiratis dans l'agriculture saharienne. Les ressources naturelles algériennes seront bradées. Alors là, seront bradées. C'est pour cette raison que nous insistons sur la paix. Chers compatriotes d'Algérie, résistez. Voilà sur
sur les lois qui seront votées demain, en tout cas demain ou la semaine prochaine ou un mois après, dans un mois après. Ce qui nous fait peur maintenant, c'est les chiffres que nous allons aborder. Mais avant de les aborder, nous allons les adoucir un petit peu. Nous allons adoucir un petit peu. En 2013, quand nous avons fait la présentation sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, une conférence sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, rapidement les deux points les plus particuliers. Nous avons dit, vous allez trouver sur YouTube, voilà, accession de l'Algérie à l'OMC, c'était en 2013. Nous avons dit deux mots, trois mots pour nous avec le recul qui sont très importants. Le statut de la nation la plus favorisée et le principe de non-discrimination dans le commerce international. Ces aspects, nous allons les reprendre avec la directrice générale de l'OMC. Nous allons lui adresser un mot. Parce que ça touche toute l'Afrique là. Donc, le statut de la nation la plus favorisée, le principe de non-discrimination et la soumission des différends à l'ORD, hein, l'organe de règlement des différends de l'OMC. Nous avons dit, et pour le statut de la nation la plus favorisée, c'est un statut, hein. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas une loi, mais c'est un statut. De la nation la plus favorisée, l'Algérie sera poussée à négocier avec Israël. Ah. Négociation avec Israël. Ça, c'est l'exemple que nous l'avons dit, hein, vous pouvez l'écouter. Et nous avons dit dans le domaine de l'agriculture, nous avons dit que les Algériens doivent se remettre au travail, sinon ils vont se manger entre eux. Ça, nous l'avons dit. L'autre point important pour nous maintenant, parce qu'il touche la nature, nous avons parlé des inondations. Phénomène naturel, inondation. De floods. Ça, c'est un phénomène naturel. Récemment, c'est un autre phénomène naturel et criminel. Les incendies en Algérie. Voilà. Ça, c'est en 2013. En 2015, sans nous l'avouons, notre ivresse était en nous. Nous avons fait la présentation, du moins des démonstrations assez rapides, légères, mais il y avait pas mal de mathématiques dedans, il y avait pas mal de courbes. Sur les impacts de la dévaluation du dinar en Algérie. Et à la fin, tout à fait à la fin, nous avons dit que la solution est dans le cœur des Algériens. Tout à fait à la fin, c'était notre dernière phrase. La solution est dans le cœur des Algériens. Mais l'aspect, du moins pour nous, qui nous tient à cœur sur les questions de passion, c'était l'aspect monétaire. En 2015, nous avons démontré que l'Algérie était dans une trappe de liquidité financière. La trappe de liquidité financière déclenche une spirale inflationniste, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Ça, c'est la première. Elle entraîne, elle appelle une crise de solvabilité. Bien sûr, avant d'appeler une crise de solvabilité, elle appelle, d'accord, elle déclenche une crise de liquidité. Ça, c'est le truc. Ça, c'était une attaque frontale contre Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI et qui a fait des siennes en Algérie dans les années 2013-2014 comme ça. Parce que c'est son livre que nous utilisions à l'Université de Montréal. C'est le livre de théorie économique, de macroéconomie d'Olivier Blanchard. Nous avons dit que l'Algérie est dans une spirale inflationniste avec une trappe de liquidité financière.
Et nous avons attaqué le taux d'intérêt. Taux d'intérêt jumelé à l'inflation, bien sûr. C'est assez technique, bien sûr. C'est assez théorique ce que nous disons là. C'est pas grave, nous allons l'expliquer d'une manière assez simple dans quelques minutes. Ça, c'est le truc. Les Algériens doivent se rappeler qu'il y a moins d'une année, il y avait une crise de disponibilité monétaire. Une crise d'argent dans les guichets de poste, à la poste, pour payer les pensions de retraite, etc. Juste après, là, il y a maintenant 3 mois, ou 4 mois à peu près, ils ont balancé, alors là, ils ont injecté des masses de dinars phénoménales dans le circuit économique. La Banque centrale. C'est pour cette raison que nous avons dit que la Banque centrale est un four crématoire. L'APN est un autre four crématoire. Quand vous ajoutez la gestion cataclysmique des services de renseignement et vous ajoutez les manifestations, vous avez tout. La guerre au sud, il faut tout faire. Il faut aller dans les cœurs des Algériens pour arrêter tout ça. Ouais. Là, maintenant, ils ont récemment, ça fait une semaine, 2 semaines, ils ont décidé encore d'injecter de l'argent. Nous avons dit que les solutions sont dans les cœurs des Algériens. Que toutes les solutions à venir seront cruelles. Elles seront cruelles. Mais c'est un passage obligé. L'enfer. Quand on plonge dans un enfer, pour sortir de l'enfer, il n'a pas une issue de secours. Il faudra le retraverser une deuxième fois. C'est cruel ce que nous disons. C'est plus qu'une guerre. C'est pour cette raison que nous parlons de guerre de 6e génération. Bref. Donc, en Algérie, tout à l'heure nous avons parlé des magistrats, selon la presse en Algérie, journalistes. Nous connaissons beaucoup de journalistes, du moins beaucoup. On va dire comme ça, une douzaine. Une douzaine, c'est-à-dire qu'en disant nous connaissons une douzaine de journalistes, c'est-à-dire nous connaissons le nom, le prénom, où est-ce qu'ils habitent, pour certains leur famille, etc. Certains sont venus chez nous à Bougel, ou bien nous avons travaillé ensemble. Ah oui, maintenant, elle passe notre cœur va à 2 journalistes qui ne sont plus de ce monde. Boudou Khali Bey. Boudou Khali Bey, affectueusement que nous appelons Bab. Ça c'est. Son pseudonyme, maintenant, on peut le révéler. Bon, il est connu en tout cas. L'un de ses pseudos, c'était Mbrouk Hamna. L'autre pseudo, c'est Walid Ammar. Quand cherchez sur le web, Walid Ammar, Mbrouk Hamna, Boudou Khali Bey, c'est la même personne. Avec Boudou Khali Bey, c'est lui qui nous a appris vraiment qu'est-ce que c'est que la tenue d'un journaliste. Tenue d'un journaliste, comment on doit parler à un journaliste, comment il doit s'exprimer, la neutralité, l'objectivité, l'honnêteté. Donc, mais maintenant, quand vous trouvez ces qualités chez un journaliste, il est sûr que vous allez trouver mieux dans sa vie privée. Avec un ami, un intime, un autre frère, Alec Chot. Nous lui avons rendu visite chez lui. Bab, là où tu es, quand Bab a été rappelé à Dieu, nous étions au Canada, quand nous sommes partis en Algérie pour un court séjour en Algérie. Donc, nous sommes recueillis sur sa tombe. Nous disons ça, nous sommes recueillis sur sa tombe. Pas pour le m'as-tu vu, parce que c'était un homme d'exception.
L'autre journaliste, à qui nous pensons maintenant, Beye Gasmi, paix à son âme. Une femme de poigne, une femme de cran. Elle assumait toutes ses positions de A à Z. Elle les assumait intégralement. Appréciée ou pas appréciée par les autres, elle s'en foutait comme d'une guinée. Assumait tout. Beya, paix à son âme, était d'un Naba, était une bonnoise. Bonnoise. Un Naba ou Skifda. Beya, repose-toi, toi aussi, repose en paix, cher Beya. Beya Gasmi, c'était la journaliste qui avait tenté une interview avec sur les terroristes à l'époque, là. Cette interview, elle signait pour un journal français. L'Express, quelque chose comme ça. L'Express, normalement. Et d'une interview, elle a écrit un livre, Moi, Nadia, épouse de l'émir du GIA. Son propre exemplaire, l'exemplaire qu'elle avait chez elle, à Alger, elle nous l'a offert. Chérif, pour toi, je vais te donner mon exemplaire à moi. C'est comme ça. Chef, il y a un et un seul exemplaire à la maison. C'est le mien. Je te l'offre. Effectivement, elle nous l'a offert. Un peu griffonné. C'est-à-dire un livre de valeur pour nous, de valeur affective pour nous. Bien sûr, ce livre, nous l'avons gardé là où il faut le garder. Et il est destiné à une personne qui nous est très chère. Ces journalistes d'Algérie, ne risquez pas vos peaux là, ne risquez pas la prison, ne risquez pas d'endeuiller vos familles, etc., etc. Ne risquez pas, ne prenez pas de risque là, c'est cataclysmique. Mais cessez de rebalancer des communiqués uniquement de la présidence de la République, du gouvernement. Ça ne sert absolument à rien là de rebalancer. Rebalancer une information officielle, ça ne fait pas bouger le schmilblick. Parmi les journalistes, le journaliste qui nous a fait subir peut-être l'une des épreuves les plus difficiles dans notre vie. À l'époque, nous signions pour, de temps en temps, nous publions un papier, le quotidien d'Oran, dans les pages centrales du quotidien d'Oran. Son éditorialiste s'appelait, à l'époque, il s'appelait K. Selim. À l'époque, il s'appelait K. Selim. Du moins, l'éditorialiste à l'époque où signant dans les papiers de quotidien d'Oran était K. Selim. Ce K. Selim, se trouve que nous voyons assez souvent, nous allons dire que nous voyons au moins 2 fois par semaine. Nous mangeons ensemble, nous prenions des cafés ensemble, nous nous racontions des bagues assez gentilles ensemble. De temps en temps, on disait des mots sur quelques papiers de presse, comme ça. J'ai demandé à... Nous étions ensemble, comme ça, nous étions 3 ou 4 journalistes, du moins, nous-mêmes et 3 ou 4 journalistes. Et ce Kasselim, là, n'arrivons pas à l'identifier, c'est qui ce Kasselim? Parce que nous connaissions un petit peu les pseudos de certains autres journalistes. C'était dans une gargote à Alger, du côté de Messonnier. Donc nous déjeunions avec Kasselim. Manger un beau truc, les belles gars, les charmantes gargotes de Messonnier. Kasselim, les yeux dans les yeux. Après probablement 3 mois, 4 mois, depuis que nous avons commencé à signer des papiers dans le quotidien d'Oran, les yeux dans les yeux, Chérif, Kasselim, c'est moi.
waouh, Kasselim, c'est moi. Pas vrai. Mais c'est moi, Kasselim. Bon, donc, nous avons pu mettre le pseudo sur l'identité réelle du journaliste. Nous connaissons aussi des journalistes du nom de Khalziri. Nous apprécions beaucoup la plume de ce Khalziri. Mais nous ne sommes jamais tombés sur un papier signé Abou Chacha. Donc, Kasselim, à Kasselim, nous adressons à Kasselim. Mettons de côté tout ce qui est presse, tout ce qui est salade journalistique, etc., etc. Mettons de côté ce que nous écrivions ensemble dans le quotidien d'Oran. Kasselim, tu sais, Kasselim, quand nous verrons, nous espérons nous revoir en Algérie, au Canada ou en France. Nous allons parler d'autres choses. Bon. L'Algérie s'agite maintenant. La diplomatie algérienne s'agite. Elle est très, très agitée. Le Caire, Addis Abeba, cela en continuant cette chamaillerie avec le Maroc. Le Maroc, il faudra maintenant, dès à présent, parler, quand vous parlez rupture des relations Algérie-Maroc, toujours mettre BlackRock derrière. Hein? Toujours. Toujours. Et quand il y a énormément d'agitation à Alger, sachez que le FMI et la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne, etc., et l'Élysée, à travers l'Élysée, quand nous disons l'Élysée, c'est-à-dire le président, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui active tous ces réseaux pour maintenir l'Algérie sous sa domination, sous sa botte. Parce que il sait que les Américains sont en train de jouer l'Algérie. Et bien sûr, les Américains sont en train de jouer l'Algérie parce que c'est un pays important pour eux, hein, pour la Méditerranée. Parce que l'Algérie est un pays important pour la Chine, la Fédération de Russie et la Turquie. Parce que le roi de France veut sa guerre en Méditerranée, une nouvelle guerre. Après la destruction du Liban, après la destruction de la Syrie, après la destruction de la Libye, l'Algérie doit être détruite et partitionnée. Parce que l'Algérie, c'est elle la locomotive de toute l'Afrique. En Europe, c'est l'Allemagne. Quand vous parlez euro, dites l'euro allemand. Il n'est ni français, ni belge, ni italien, ni quoi que ce soit. Il est allemand. L'euro est une monnaie allemande. Voilà. Donc, le roi de France, il va écraser l'Algérie. Parce que quand il aura écrasé l'Algérie, ça y est, toutes ces colonies africaines redeviendront ses esclaves. Quand nous parlons d'esclaves, pourquoi? Parce que récemment au Mali, il y a eu un changement de dirigeant au Mali. Nous avons contacté l'actuel dirigeant du Mali. Nous avons envoyé une lettre. Depuis. Tant que les pays de la zone CFA n'ont pas leur banque centrale, tout ce que les dirigeants de ces pays feront ne servira absolument à rien. Nous vous recommandons d'écouter l'interview de Madame Hissan Habri. Hissan Habri, c'est l'ancien
président du Tchad qui a été condamné par la CPI à une détention à perpétuité et qui est mort dans une prison au Sénégal, en Afrique. Il faut l'écouter. Ça, vous aurez des indications assez simples. L'interview est très fluide et était excellente. Après l'assassinat du dernier chef d'État tchadien, remplacé par son fils, la France a maté l'opposition armée tchadienne qui est basée en Libye. On n'entend plus parler. Ceci étant dit, nous souhaitons toute la paix du monde à nos frères du Tchad. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont contrôlés de bout en bout par la France, au même titre que le Mali et le Niger. Du Niger, nous avons eu un écho. Quand nous disons nous avons eu un écho, ce n'est pas un écho d'un journaliste ou quoi que ce soit. Nous le répétons maintenant, une énième fois, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, sont des organisations terroristes fascistes. Nous le répétons maintenant une autre fois. L'Union africaine et sa commission, qui est son organe exécutif, présidée par M. Faki Mahamat Moussa, ancien Premier ministre du Tchad, est au service de l'Union européenne et elle est écrasée par la France. Avec les coups qu'ils reçoivent, des pressions des États-Unis et de la Chine surtout, l'Union africaine et sa commission ne font absolument rien pour l'Afrique. Ils l'enfoncent. Voilà. Nous sommes conscients de la dangerosité et de la gravité de ce que nous disons. Notre vie maintenant, elle a atteint une valeur que nous pouvons offrir à l'Algérie. Non, non. Vous savez que le problème, l'urgence absolue pour l'Algérie, c'est l'endettement international. L'Algérie doit s'endetter. En 2015, nous avons dit que la dévaluation du dinar est une dévaluation pernicieuse et elle continue. Avec l'histoire de... Nous avons dit, nous l'avons montré dans des graphiques, des calculs mathématiques, etc., etc. Que la dévaluation du dinar va continuer jusqu'à se rapprocher de celle du franc CFA. L'instrument de fiducie monétaire. Chers compatriotes d'Algérie, vous êtes capables du meilleur. Vous avez une révolution comme patrimoine. Les Algériens doivent se rappeler qu'en 2012, l'un des projets claironnés par la présidence de l'époque à travers le gouvernement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était l'éradication du marché parallèle des devises. Marché informel de la devise, des monnaies internationales, de l'euro, du dollar, etc., etc. Nous sommes en 2021, 9 ans après. Rien n'a été touché parce qu'il lui a été interdit de toucher parce que le marché parallèle fait baisser la valeur du dinar. Comme ça, la banque centrale, ils vont vous cracher le four crématoire, va dire que le feu nous vient de l'extérieur, donc nous sommes obligés aussi de brûler la banque centrale. C'est-à-dire, ils vont encore dévaluer le dinar. Sans conscience, ça fait depuis 2015 que nous disons que nous allons surévaluer le dinar, même si nous savons que c'est une mesure cruelle. Parce qu'un enfer, c'est un enfer. Pour ressortir de l'enfer, il faut le traverser une autre fois.
Nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, nous n'allons pas vous casser la tête avec une autre fois. Non, non, cher, vous ne pouvez pas voir. Peut-être que vous allez les voir comme ça. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale d'il y a une heure. Il y a une heure, depuis que nous avons commencé à parler. Ils concernent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali et le Niger. Nous avons extrait 3 variables. Le PIB de GDP, le PIB par le revenu par personne, GDP par capita, le revenu par habitant, et la balance courante, rien que la balance courante, hein, c'est-à-dire marchandises et services. Nous n'avons pas parlé de la balance des flux de paiement, des flux financiers, pardon. Pour nous, bon, le PIB de l'Algérie en 2019, nous arrondissons là, hein, le PIB en 2019 est de 171 milliards de dollars. En 2020, il est de 145 milliards. Nous avons perdu 45, 50, 25 milliards de dollars qui sont partis. La chute. Plus les effets de la pandémie, donc une récession extraordinairement grave. Pour remonter de cette récession, il faudra peut-être 10 ans. Le Maroc est passé de 119 milliards de dollars à 112 milliards de dollars. 7 milliards de récession. L'Algérie, 25 milliards. Nous n'avons pas réanalysé toutes les variables, etc., etc. La Tunisie est stable. 39 milliards de dollars en 2019, 39 milliards en 2020. Le Niger, le Mali, stable. 17 milliards, 17 milliards. C'est-à-dire qu'il continue à galérer avec le franc CFA. Le Niger, 12 milliards et 13 milliards. Le Niger a connu une croissance. Incroyable mais vrai. Bon. Donc, le pays qui a acheté le plus, c'est l'Algérie. Ça, il faut mettre la dévaluation du dinar, là, il faut la mettre. Hein. Il y a d'autres problèmes économiques, bien sûr. La dévaluation du dinar. 2015, depuis que nous avons signalé ça. La planche à billets. La planche à billets. Fabrication de la monnaie toilette, du papier toilette. Et des monnaies qui sont illégales. Des pièces de monnaie, la monnaie métallique qui est illégale. Hein, avez-vous entendu de la planche à billets en Tunisie? Non. Un PIB de 39 milliards, 39 milliards. Même si la Tunisie est dans le cycle infernal de l'endettement. L'Algérie pas. Maintenant, le déficit commercial. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce chiffre. On s'attendait à moins. Nous l'avons comme ça, hein, à la louche, comme ça, dans notre esprit. La balance commerciale, le déficit commercial de l'Algérie sera de l'ordre de moins 7 milliards, moins 6, moins 7, entre moins 6 et moins 8 milliards de dollars. Il est de moins 17 milliards de dollars. En 2019, le déficit du compte courant est de moins de 17 milliards de dollars. Ça veut dire que la dévaluation qui va venir sera affreuse. Le déficit du Maroc, moins 4 milliards de dollars. En 2020, pour l'Algérie, le déficit n'est pas encore prêt. N'est pas calculé. Pour le Maroc, il est de moins 1 milliard. Le Maroc a réduit son déficit.
Mais à quel prix? Quel prix social, nous voulons dire. Le Mali, la Tunisie, elle a un déficit de moins de 3 milliards de dollars, plus l'endettement international, plus la pandémie, plus les problèmes de sécuritaires. Le président de la Tunisie que nous soutenons à fond, à qui nous avons envoyé un message de soutien, il a la légitimité en or, mais il est coincé. Il est incapable de toucher à un cheveu de la Banque centrale. Il est incapable de toucher à un cheveu de n'importe quel agent de la Banque centrale. Tunisienne, bien sûr. Il est incapable. Chers compatriotes d'Algérie, dès à présent, préparez-vous à demander une surévaluation du dinar. Loula. À vous opposer à toutes les privatisations. Contre les privatisations, nous avons proposé la réduction du temps de travail plus réduction des salaires. Il est temps de demander la baisse des salaires, surtout les hauts salaires et les pensions de retraite. Il est temps. Ce sont les Algériens qui doivent les demander, qui doivent les revendiquer. Peu importe qui est à la présidence de la République, peu importe qui est à l'état-major, peu importe qui est à un machin, au gouvernement. Dès à présent, commencez à dire aux députés, de voter tout ce qu'ils veulent comme loi, mais de se cacher, parce qu'ils seront pires que des terroristes. Les lois qu'ils vont voter sont pires. En 2015, nous avons dit, prenez 3 villages, 4 villes en Algérie, une ville au sud, une ville à l'ouest, une ville au centre, une ville à l'ouest, bombardez-les, rasez-les, c'est mieux que ce qui attend nos compatriotes algériens. Bon, rasez Ouegnoul, rasez Boujlil, rasez une dizaine de villages. C'est mieux que tout ce qui attend tous ces Algériens. C'est cruel ce que nous disons. Bien sûr, c'est pas ce que nous voulons. Chers compatriotes, la faiblesse économique et politique de la France en Europe et son insignifiance devant les États-Unis d'Amérique et la Russie et la Chine la rendent extrêmement dangereuse. Chers compatriotes d'Algérie, la nostalgie nous tue, l'exil nous tue. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous répétons, bientôt octobre 428, la commémoration d'octobre 428. Bientôt la commémoration du 1er novembre 54. Bientôt la commémoration du départ de Hussein Ahmed pour le 25 décembre. Nous avons préparé un plan pour le relèvement précoce, un Early Recovery Program pour l'Algérie post-incendie. Nous sommes prêts à le présenter à Montréal et Ottawa dans les conditions sanitaires qui doivent satisfaire les exigences actuellement parce que tout est revenu en Ontario, là, le stress de la pandémie. Là. Parce que les galas militaires, les galas des chanteurs, peu importe où, en France, en Belgique, au Canada, en Angleterre, en Algérie, ils sont là, hein, ils sont utiles, c'est de la culture, c'est de la décontraction. Mais le relèvement précoce en Algérie, c'est-à-dire la gestion post-incendie, demande des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Et ce sont ces milliards que nous sommes prêts à
explique comment essayer de les obtenir, ou bien comment essayer de les absorber avec intelligence et finesse, pour éviter des situations encore pires. Donc nous sommes prêts pour le mois d'octobre, c'est-à-dire dans 2 semaines, à présenter à Montréal, même si physiquement nous sommes à plein, à le présenter à Montréal ou à Ottawa. Nous sommes prêts à travailler pour, du moins à faire une conférence, une présentation amendée sur les actions internationales de Hussein Eid Ahmed durant la guerre de libération. C'est une banque d'intelligence, c'est une banque d'expérience, c'est une banque d'action à mettre en conformité avec 2021. Parce que, comme l'a dit Hussein, si l'histoire se recommence, ce n'est pas avec les mêmes hommes, mais ce ne sont pas dans les mêmes conditions. Une guerre de libération est claire dans le temps là. C'est une guerre de nations qui se battent. Mais actuellement, pour le cas de l'Algérie, nous le disons et le répétons, c'est une guerre de 6e génération qu'il faudra définir. La guerre de 6e génération n'existe pas encore, mais c'est une catégorie qu'il faudra définir. Chers compatriotes d'Algérie, résistons dans la paix, résistons dans la dignité. Il faut maintenir l'État debout pour éviter ce qui s'est passé au Liban, en Irak, en Syrie, au Soudan, en Libye, ce qui s'annonce au Nigeria, ce qui s'annonce au Cameroun, ce qui s'est produit au Venezuela, ce qui s'est produit au Zimbabwe, ce qui se produit actuellement en Équateur, ce qui se produit aux Philippines. Chers compatriotes, la solution existe, mais elle est dans vos cœurs. Merci à vous.